Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Au Bénin, les interrogations autour du bilan de Patrice Talon se multiplient à l'approche donc de la fin de son quinquennat. Une question centrale s'impose. Le chef de l'État a-t-il tenu ses promesses? Et pour en parler ce soir, nous retrouvons le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfred Léon Ongwebeji. Bonsoir. Voilà. Alors, comment se porte le peuple béninois aujourd'hui tout d'abord? Bon, c'est la question piège que les journalistes peuvent poser à tous les acteurs politiques. Le peuple, il se porte globalement comme se porte le Bénin. Ça veut dire que quand bien même tous les problèmes ne sont pas encore réglés, le peuple, il est dans le sens du progrès parce qu'il sait que son pays progresse grâce aux réformes structurelles qui ont été engagées, grâce aux actions fortes qui ont été engagées depuis 2016. Toutes ces actions ont été prévues dans le programme d'action, d'abord dans le programme du candidat, Patrice Talon, puis décliné en programme d'action du gouvernement. Il fallait oser engager des réformes structurelles, des réformes majeures dans tous les secteurs, au plan politique, au plan économique, au plan sociétal même parfois. Et vous devez reconnaître avec nous que un gouvernement qui fait des réformes, qui a le courage de faire des réformes, il peut être perçu parfois de façon ambivalente. Les conservateurs diront que c'est un gouvernement qui veut aller trop vite ou qui bouscule les habitudes et ils ne le comprendraient pas. Ceux qui veulent que le monde progresse trouveront que voilà, c'est l'homme de la situation. Et entre les deux, il y a une moyenne qu'il faut dégager. À telle enseigne que aujourd'hui, si on veut regarder les choses objectivement, on n'a pas encore tout fait, c'est évident. On a fait de très belles choses, c'est vrai, mais il y a encore des choses qui sont perfectibles. Et globalement, les Béninois ont le sentiment que leur pays progresse, que leur pays est en marche, même s'il y a des efforts encore à faire. En effet, le Bénin est en marche et a enregistré une croissance économique moyenne de 5,5%. Comment analysez-vous cette performance? L'un des piliers du programme d'action du gouvernement était d'engager la transformation structurelle de l'économie. Cela appelait des réformes majeures sur la rationalisation des dépenses de l'État, sur la transparence dans la gestion budgétaire et d'autres réformes non moins importantes pour assurer une meilleure mobilisation des ressources à l'interne avant que d'aller vers les partenaires étrangers pour en obtenir davantage. Et c'est avec beaucoup de courage, mais aussi de sacrifice de la part du peuple, des dirigeants, que nous avons fait cela. Et vous avez raison, madame, de souligner le taux de croissance, qui n'est pas un indicateur suffisant, certes, pour apprécier la qualité de vie des populations. Mais j'aimerais vous dire que quand le président Talon prenait les rênes du Bénin, l'année d'avant, le Bénin avait connu un taux de croissance d'à peine 2% selon les chiffres officiels du FMI. Et nous, même en temps de Covid, lorsque tous les pays pratiquement au monde voyaient leur taux de croissance plonger, nous étions parmi les meilleurs taux de croissance sur le continent, voire dans le monde. Ça, grâce aux réformes structurelles, comme je l'ai rappelé tantôt, qui ont été engagées dans le sens de la modernisation de notre économie, de la rationalisation des dépenses de l'État, mais aussi de la transparence dans la gestion budgétaire. Comment se fait-il que pourtant cette croissance ne se traduit pas forcément avec une baisse aussi de la pauvreté qui stagne toujours autour de 38%? Est-ce que cela fait encore partie des efforts ou bien même des échecs du gouvernement? Cela montre qu'il y a encore du travail à faire parce que on apprécierait autrement si on regardait d'autres indicateurs. Si vous prenez, madame, en 2016, nous avions à peine 42 Béninois sur 100 qui avaient accès à l'eau potable. De 2016 à aujourd'hui, nous en avons à peu près 80%. Si vous prenez le taux de couverture en électricité en 2016, il était relativement insignifiant. Nous avons fait des progrès énormes aujourd'hui pour couvrir nos propres besoins à au moins moitié et étendre le réseau électrique vers des zones qui ne l'avaient jamais connu. À titre d'exemple, en 2016, sur 5290 villages au Bénin, un peu plus de 300 seulement, je parle des villages, hein, pas des zones urbaines, un peu plus de 300 seulement avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1000 villages qui ont accès à l'électricité. Et nous avons densifié nos capacités parce que nous avons réalisé une centrale, ce qui n'existait pas, et nous produisons nous-mêmes une partie de nos besoins. Si vous prenez les écoles au Bénin aujourd'hui,
elle marche très bien, du premier jour de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Et les écoles, avant 2016, avaient un programme de cantine scolaire. Mais les cantines scolaires fonctionnaient pendant 20 jours seulement dans l'année et impactaient 200 à 250 000 enfants dans tout le pays. Aujourd'hui, les cantines scolaires marchent tous les jours de l'année scolaire, c'est-à-dire du jour de l'ouverture des classes au jour de leur fermeture pour le départ en vacances. Et ce programme impacte aujourd'hui plus d'1,3 million enfants dans tout le pays. Je peux citer d'autres exemples. Vous prenez les infrastructures et on nous reproche d'en faire beaucoup. En 2016, soit de 1960 à 2016, le Bénin avait réalisé globalement un peu plus de 2000 km de voies bitumées. Donc notre réseau routier bitumé était un peu plus de 2000 km, avec généralement des voies en mauvais état parce que dégradées ou mal construites dès le départ. Entre 2016 et 2023 déjà, nous avions engagé pour plus de 3000 km de voies bitumées. Et depuis 2023 à maintenant, si vous ajoutez, nous sommes au moins à 3500 km de voies bitumées réalisées ou en cours de l'être. C'est vous dire les progrès que nous sommes en train de réaliser. Et ce programme infrastructurel ne prend pas en compte l'aménagement urbain, où aujourd'hui nous pouvons asphalter des rues dans certaines de nos villes. Et 9 villes ont été impactées. Aujourd'hui, on dirait 11, parce qu'il y a une deuxième phase. 11 villes béninoises ont été impactées par ce programme d'asphaltage qui amène les pavés ou du bitume dans les rues, là où les gens ne pensaient pas qu'il pourrait y en avoir. Vous allez dans nos hôpitaux, ils fonctionnent aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant. Plus personne ne va à l'hôpital public aujourd'hui et se fait renvoyer parce que l'hôpital serait en grève. Voilà quelques mesures qui ne s'apprécient pas toujours à bon escient par les populations, par les observateurs, mais qui ont forcément un impact positif sur l'amélioration de la qualité de vie des populations. Mais cet impact positif qui pourrait impacter, comme vous l'avez dit, la population, n'est-elle pas trop centrée davantage sur Cotonou et les grandes villes, au détriment donc des régions rurales les plus pauvres, pardon, étant donné que, Monsieur le porte-parole, vous avez fait avec votre gouvernement donc un programme d'action intitulé Bénin révélé. Est-ce qu'il y a un impact non seulement à Cotonou, mais également aussi dans dans les régions les plus pauvres? Vous certifiez, madame, si vous interrogez les Béninois objectifs, ils vous diraient que aucune des 77 communes de notre pays n'a manqué à l'appel du développement équilibré du territoire. Les réseaux routiers dont je viens de vous parler impactent toutes les communes. Le gouvernement a fait fort de dire qu'il ferait en sorte que chacune de nos communes soit reliée par au moins un réseau, une voie bitumée. Nous y sommes pratiquement aujourd'hui parce que sur les 77, s'il en reste qui n'en ont pas encore, ça ne doit pas faire 5 communes. Voilà un exemple. Les cantines scolaires dont je parlais, c'est dans toutes les communes du Bénin, qu'elles soient urbaines, mais surtout rurales. L'eau potable que nous apportons aux populations, c'est partout. Et je peux vous dire, parlant de l'eau potable, vous savez, madame, avant 2016 et même un peu les années après, pendant que nous étions là, avoir de l'eau potable au Bénin dans les zones rurales revenait plus cher que de l'avoir en zone urbaine. Cela paraît paradoxal. Nous avons non seulement apporté l'eau potable, mais nous avons rétabli une certaine justice pour réduire le coût de l'eau potable aux populations rurales et aligner les populations des villes sur le même coût que les populations rurales. On est passé d'environ 1500 voire 2000 francs le mètre cube à 600 francs à peine aujourd'hui le mètre cube en milieu rural. Et on a aligné les villes sur ce coût-là. Qu'en est-il du secteur privé avec une hausse d'investissement de 10,5% en 2024, avec, il faut l'assumer, un climat d'affaires beaucoup plus libéral? Est-ce assumé de la part du gouvernement d'avoir beaucoup plus investi dans les secteurs privés? Où est l'État également? Le secteur privé béninois se porte globalement bien, mieux qu'hier. Et il se portera sans doute encore mieux demain grâce aux effets induits des différentes réformes qui ont été engagées. Le gouvernement ne se substitue pas au secteur privé, mais le gouvernement crée un environnement des affaires favorable à l'investissement privé, que ce soit porté par des nationaux ou par des étrangers. Et ça, je crois qu'il y a plein de secteurs aujourd'hui, que ce soit l'industrialisation, que ce soit le tourisme, que ce soit l'hôtellerie ou autre, qui bénéficient de cette attention, de l'action du gouvernement et qui en profitent avec, à la clé, la création de richesses, les créations d'emplois. Et nous souhaitons qu'il y en ait encore de plus en plus sur les années à venir.
Sur le plan sécuritaire, pour finir ce bilan, dans le nord du Bénin, est-ce que la situation reste-t-elle toujours fragile? Qu'en est-il? Nous avons hérité d'une situation où effectivement la menace djihadiste était à nos portes déjà. Il est entendu généralement que les frontières de nos pays sont poreuses, les peuples étant les mêmes de part et d'autre. Mais nous avons fort heureusement pris des mesures hardies dès les premières manifestations de ce phénomène pour positionner dans nos zones frontières nord, d'est en ouest suffisamment d'agents de forces de défense et de sécurité pour aller assister les populations en garantissant la sécurité et en même temps l'intégrité du territoire national. Évidemment que du fait de l'asymétrie de ce phénomène, on nous importe de temps en temps l'insécurité liée au phénomène djihadiste. Mais nous avons la riposte de nos forces de défense et de sécurité grâce aux moyens conséquents que le gouvernement met en place, grâce aux efforts qui sont faits en termes de logistique, en termes aussi de recrutement, et cela permet de contenir ce phénomène à telle enseigne que, quand bien même nous ne nions pas l'existence de ce phénomène d'importation, nous faisons en sorte que l'intégrité de notre pays soit garantie, que la sécurité soit assurée aux populations ici et là, et on peut vous certifier que nous n'avons pas chez nous de gîtes terroristes qui empêchent l'État d'être présent à tel ou tel endroit du territoire national. Et ça, ces efforts devront être poursuivis parce que nous tenons à l'intégrité du territoire et nous tenons aussi à la sécurité de nos populations. Si on résume bien, monsieur le porte-parole, le quinquennat de Patrice Talon est tout de même marqué, comme vous l'avez souligné, par des avancements économiques, il faut le dire, des réalisations en termes d'infrastructures, mais en termes de problématique, il y a le social et surtout le politique. On a appris dernièrement que l'Assemblée nationale vient d'adopter une révision constitutionnelle qui prévoit la création d'un Sénat ainsi que le passage de 5 à 7 ans des mandats électifs, dont celui du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, monsieur le porte-parole? Pourquoi maintenant cette révision constitutionnelle? D'abord, madame, sur la problématique sociale, puisque vous l'évoquez, on nous fait souvent un mauvais procès en ce qui concerne la tendance sociale de ce gouvernement en comparaison de celui d'avant qui voulait que les politiques aillent vers les populations tous les week-ends, leur distribuer un peu d'argent sous prétexte de les aimer ou de les aider. Pendant ce temps, il n'y avait pas de l'eau potable, il n'y avait pas d'électricité, les écoles ne fonctionnaient pas, l'hôpital public ne fonctionnait pas, les routes étaient en mauvais état, etc., etc. Ce gouvernement, non seulement il a maintenu l'ensemble des filets sociaux, des programmes à impact social qui existaient avant, mais il les a amplifiés ou il en a créé de nouveaux. On nous accuse, par exemple, souvent sur le cas des personnes dialysées. Je pense à ces personnes avec cœur. Mais je peux vous certifier que toutes celles qui étaient déjà à la charge de l'État en 2016 ont continué à l'être. Celles qui sont venues après, malheureusement, n'ont pas pu être intégrées dans le portefeuille de l'État parce qu'en même temps, nous sommes conscients que la solidarité nationale doit s'exprimer en faveur de tout le monde. Avant 2016, par exemple, les Béninois qui souffraient de graves pathologies cardiaques et qui n'avaient pas les moyens de sortir du pays n'avaient personne à leur chevet, surtout pas l'État. Aujourd'hui, c'est chose réelle et nous organisons des missions au pays en faisant venir des experts qui viennent opérer nos concitoyens qui ont des problèmes de cœur, qui nécessitent des interventions lourdes. C'est du social. Nous avons mis en place des filets sociaux avec des transferts monétaires, de l'assistance pour les élèves dans les milieux défavorisés. Je vous ai parlé de la cantine scolaire qui impacte aujourd'hui plus d'1,3 million enfants contre à peine 250 000 avant. Si ça n'est pas du social, je ne sais pas comment ça s'appelle. Lorsqu'on donne de l'eau potable à tous les Béninois presque, passant de 42% en théorie à 80% aujourd'hui, en réduisant par ailleurs le coût en milieu rural, si ça ne s'appelle pas du social, je ne sais pas comment on l'appellerait. Lorsqu'on fait des infrastructures pour faciliter la mobilité aux gens, ils ne se rendent pas compte que par derrière, on leur facilite aussi la vie parce que les véhicules se portent mieux, on fait moins de dépenses en ce qui concerne la carburation. Lorsqu'on dématérialise, enfin, voilà un sujet majeur. Lorsqu'on dématérialise l'essentiel des services publics avec une plateforme qui fonctionne globalement bien, ou, madame, si vous êtes béninoise et que vous êtes née
à Cotonou, alors que vous vivez peut-être à Natitingou, à 600 km de Cotonou, aujourd'hui, pour avoir votre casier judiciaire, même à 2 heures, 3 heures du matin de votre chambre, vous pouvez faire votre demande, alors qu'avant, il vous aurait fallu vous déplacer, payer des frais de transport, payer des frais de séjour dans la ville où vous irez. Tout ça aujourd'hui se fait en ligne et plein d'autres services de cette nature-là. Ça aide du social parce que ça permet aussi à nos concitoyens de dépenser moins pour ces formalités et de garder une partie de leurs ressources dans leur poche. On ne finirait pas ce débat sur le social, c'est vrai, mais je vous donne quelques exemples pour illustrer comment nous, notre approche, c'est de faciliter la vie à nos populations plutôt que de les habituer à la facilité. Et pour en venir maintenant à la réforme sur la révision constitutionnelle, vous aurez noté sans doute, madame, et apprécié le fait que le Bénin se distingue sur le continent comme un pays dans lequel on peut faire des réformes constitutionnelles, même en fin de mandat, sans évoquer l'idée d'un troisième mandat pour le président en exercice, ou dire que nous sommes en nouvelle république et que de ce fait, les compteurs sont remis à zéro. Nous faisons des réformes structurelles, objectives, qui ne sont mues que par la volonté d'asseoir des institutions fortes et de bâtir un pays développé. Nous essayons de poser les jalons, en fait, d'un Bénin fort, d'un Bénin résilient, aujourd'hui et demain. Donc, cette réforme-là, la dernière qui fait l'actualité, qui a vu, par exemple, la durée des mandats être portée à 7 ans, le mandat électif, plutôt que 5 jusqu'ici, répond à la logique que nous considérons. Et cette prolongation ne s'applique pas au mandat du président Talon, qui de toutes les façons prend fin au 4e dimanche du mois de mai 2026, donc il passera la main. L'effectivité de cette réforme va commencer avec son successeur. Première chose pour vous rassurer. Ensuite, c'est que, à l'expérience, nous considérons que 7 ans pour l'action de l'État, c'est un temps suffisamment intéressant parce que l'action de l'État doit se faire aussi avec sérieux. Dans l'action de l'État, on peut observer que le cycle de maturation des projets dans les pays en construction nécessite parfois un certain délai. Il n'y a pas donc autre objectif à cette réforme que d'asseoir la stabilité et de favoriser une action étatique rigoureuse au service du mieux-être des populations sans que les politiciens soient toujours en quête sans que les acteurs politiques pensent forcément à la prochaine élection parce qu'ils seraient tenus par le temps. Donc, disposer de plus de temps, 7 ans au lieu de 5, pour une action politique conséquente, courageuse, au service du bien-être des populations. Et d'après vous, monsieur le porte-parole, en quoi le Sénat va-t-il se distinguer alors de l'Assemblée nationale en termes de rôle, de compétences et surtout aussi de légitimité? Le Sénat que nous mettons en place a la particularité, certes, d'être une deuxième composante de l'Assemblée nationale, mais n'a pas l'initiative législative. Donc, ce Sénat ne prend pas l'initiative de la loi. Cette initiative appartient toujours au président de la République et à l'Assemblée nationale. Mais le Sénat peut, dans des domaines vitaux pour l'État, dans des domaines existentiels qui concernent l'organisation de l'État, demander une deuxième lecture des lois votées par l'Assemblée nationale ou intervenir comme arbitre entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale et le Parlement lorsqu'il y a divergence de vues ou d'appréciation sur un texte de loi. Donc le Sénat peut apprécier la pertinence et l'opportunité de loi et ce sera fondamentalement cela. En plus de cela, faire un peu un rôle de vigie pour amener les acteurs politiques à être plus conséquents, plus raisonnables dans leur façon de faire. Par exemple, si vous avez des acteurs politiques qui, sous prétexte de vouloir conquérir le pouvoir d'État, peuvent être capables de partiser contre leur pays, de tenir des propos attentatoires à l'unité nationale, au bon vivre ensemble, le Sénat peut être en capacité d'interpeller ces acteurs politiques et de les rappeler à l'ordre. Voilà quelques caractéristiques qu'on peut retrouver au Sénat béninois à venir. Je le rappelle que pour nos téléspectateurs, que le Sénat donc sera composé de 25 à 30 membres et d'anciens présidents ou hauts gradés et que le rôle de cette institution sera de réguler la vie politique. Pour le moment, c'est encore en débat, mais vous ne craignez pas que
qu'il y ait une montée de tensions politiques à l'approche de ces élections-là. Est-ce que le Bénin va connaître des élections libres et transparentes à l'approche de 2026? Vous voyez, déjà, ce Sénat, il aura la particularité de contenir, de rassembler des personnes d'expérience, des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, des anciens hauts gradés ou ayant été au commandement des forces de défense et de sécurité qui, pour leur expérience, vont être utiles au pays. Imaginez demain que le président Boniaï, le président Soglo, le président Talon ou autres se retrouvent là. Et les membres n'ont plus d'activité politique à avoir, ce qui doit leur permettre de faire le travail avec beaucoup de détachement par rapport au camp politique. C'est un atout. Ensuite, pour les fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure, nous avons foi qu'une fois que ce Sénat sera en place, il montrera son importance sur l'échiquier politique et institutionnel, surtout béninois, et que même ceux qui ont des craintes aujourd'hui finiront par se rendre à l'évidence que c'était un outil essentiel auquel on aurait dû penser plus tôt. D'ailleurs, ceux qui ont été à la conférence nationale de 90, il y en a qui vous disent que cela avait été prévu en 90, certainement pas dans la même composition. Et donc, l'idée d'un Sénat avait déjà existé et n'est pas nouvelle. On l'implémente aujourd'hui et dans les mois à venir, nous saurons apprécier. D'ici à là, est-ce que les prochaines élections seront inclusives, libres, dites-vous? L'inclusivité des élections, c'est le fait pour tous ceux qui peuvent être qualifiés, d'être qualifiés lorsqu'ils remplissent les conditions. Si quelqu'un remplit les conditions pour prendre part aux élections et qu'il en est écarté, on peut douter de l'inclusivité. Mais si la personne, ou si le groupe, ou si le parti, ou le candidat ne remplit pas les conditions et au thème de la loi ne peut pas y prendre part, personne ne saurait remettre en cause la régularité du scrutin, ni même son inclusivité. Il se trouve que chez nous aujourd'hui, par exemple pour la présidentielle, 2 duos ont été qualifiés. Un duo représentant la majorité présidentielle actuelle et un duo représentant l'opposition. Certains disent opposition modérée. Il y a un duo d'opposition qui a été recalé pour des raisons qui sont propres à la gouvernance interne de ce parti et l'opinion a pu être témoin de leur déchirement. Cela n'incombe pas à la mouvance actuelle que ce parti se soit retrouvé dans cette situation. Quand vous prenez les élections municipales et communales à venir, le même parti a été disqualifié en même temps qu'un autre parti de la majorité présidentielle, essentiellement parce que ces deux partis n'ont pas fourni des dossiers complets à la Sénat. Or, au thème de la loi, après le délai qu'ils ont eu pour compléter leur dossier, ils ne pouvaient pas bénéficier d'un délai supplémentaire. Et au terme de ce délai qu'ils ont eu, en plus, ils n'ont pas été en capacité de présenter des dossiers complets. La Sénat a constaté, conformément à la loi, que leur dossier n'était pas complet et que par conséquent, ils ne pouvaient pas être qualifiés pour prendre part au scrutin. Donc, vous comprenez que si demain un parti ne se trouve pas dans la compétition, pour les raisons que je viens de vous donner, qui sont factuelles, ça n'est pas parce que la Sénat, organe chargé d'organiser les élections, l'en aurait empêché. Ça ne serait pas parce que le gouvernement en place ou la majorité en place l'en aurait empêché. Il faudra interroger les capacités, l'organisation de ce parti-là. Il reste, à l'heure où nous parlons, les partis doivent déposer dans les heures qui suivent leur dossier pour les législatives. J'espère que ceux qui n'ont pas pu satisfaire aux conditions pour les autres élections auront meilleure fortune cette fois-ci et pourront être qualifiés pour prendre part à la compétition. Monsieur Wilfred Léon de Ungbeji, on arrive à la fin de l'émission. Quel candidat allez-vous soutenir et pourquoi? Mais je suis dans ma position actuelle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis porte-parole du gouvernement. La majorité présidentielle a un candidat unique à l'élection présidentielle, le ministre d'État Romuald Wadaï. Nous avons dit dès le départ que nous avons fait en sorte, malgré aussi nos propres contradictions internes, parce que comme les partis dont nous venons de parler, au sein de la majorité, nous avons nos propres contradictions, mais que nous essayons de gérer au mieux des intérêts et des attentes des uns et des autres. Nous avons fait en sorte
d'identifier un candidat et aujourd'hui un duo qui soit le plus multicompatible possible. Un duo dans lequel les uns les autres se retrouvent et que ceux qui auraient voulu même les affronter se disent, bah, si c'est eux, il n'y avait pas mieux, on s'incline. Et nous, en faisant cela, nous espérions surtout qu'en face, il n'y ait pas mieux. Et à l'heure où nous parlons, je ne crois pas que nous ayons mieux en face comme candidat. C'est pour ça que j'ai l'assurance que dans quelques mois, quand nous aborderons ces élections, la majorité actuelle s'en sortira victorieuse grâce au profil de son candidat, mais aussi grâce au bilan et au jeu du président Talon, dont nous avons abordé quelques aspects avec vous au cours de cet entretien. Et au regard donc de ce bilan qui est tout de même contrasté entre avancées économiques et critiques sur le plan politique, quel message aimeriez-vous adresser aux Béninois qui s'interrogent encore sur l'avenir démocratique du pays? Je crois que les Béninois, ceux qui peuvent s'interroger ou ceux qui observent et qui comprennent très bien que nous sommes en marche, que la construction d'une nation moderne nécessite aussi des ajustements parfois nécessaires, des sacrifices. Nous en avons fait des sacrifices. Nous faisons des ajustements, des réformes qui sont essentielles. Les conservateurs n'aimeraient pas que ces réformes adviennent, mais les progressistes sont convaincus que grâce à ces réformes, le pays fait du chemin et je voudrais que nos concitoyens croient en la bonne foi du gouvernement en place, en la bonne foi du président Talon. D'ailleurs, je n'en doute pas parce que généralement, quand ils ont jugé a priori, au bout de quelques temps, lorsqu'ils commencent à voir les effets de telle politique ou de telle réforme, les mêmes, parce qu'ils sont honnêtes, viennent dire, vous aviez raison. Le président avait raison. Il a vu un peu plus loin que nous avant. C'est généralement ça. Donc, j'ai pas de doute que, en temps et en heure, les Béninois qui ne comprennent pas encore aujourd'hui, lorsqu'ils auront compris, soit par les effets induits, soit enfin par conviction, ils reviendront dire c'était opportun de faire ça, vous aviez eu raison. Merci beaucoup Wilfried Léandre Oumbeji, donc porte-parole du gouvernement béninois. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, madame. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot-Domingue pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.